Donc pour l'équation de Duffing, c'est une équation qui est initialement sous forme du second ordre en temps. Donc première chose que l'on fait, c'est qu'on l'écrit sous forme du premier ordre en temps. Donc je pense que maintenant vous êtes habitué à ce genre de travail, hein, c'est quelque chose de complètement systématique. Donc maintenant, pour déterminer les points d'équilibre, on va tout simplement poser f de x égale à 0. Donc on a une première équation qui est triviale, hein, qui est x2 égale à 0. Et puis la deuxième, puisque x2 égale à 0, cette équation c'est x1 moins x1 au cube égale à 0. Donc en mettant x1 en facteur, ça nous fait x1 facteur de 1 moins x1 au carré. Donc on a les trois solutions pour x1, moins 1, 0 et 1. Donc à ceci, on doit ajouter la coordonnée de x2. Et donc on a trois points d'équilibre possibles, qui sont d'une part moins 1, 0, 0, 0 et 1, 0. Donc ensuite, pour étudier la stabilité de ces points d'équilibre, on doit tout d'abord calculer la dérivée du second membre. Donc la première composante de f de x, c'était x2, d'accord? Donc dérivée de x2 par rapport à x1, 0. Dérivée de x2 par rapport à x2, ça fait 1. Donc là, on commence à être habitué, c'est systématiquement cela pour les équations qui sont issues d'équations différentielles d'ordre 2. Et puis donc ensuite, la deuxième composante, d'accord? Donc x1 moins x1 cube, donc ça, dérivé par x1, par rapport à x1, ça fait donc 1 moins 3x1 au carré. Et puis la dérivée par rapport à x2, ça va donc faire k, enfin moins k. Voilà. Donc ensuite, dans ce f' de x, on va venir substituer x par un des points d'équilibre et puis essayer de déterminer donc les valeurs propres de f' de x étoile. Donc étudions d'abord le premier cas. Donc un x étoile est l'un des deux points d'équilibre, moins 1, 0 ou 1, 0. On va voir qu'ils sont de même nature, à cause tout simplement du carré qui est sur le x1. Hein. Donc f' de x étoile, dans les deux cas, donc 1, moins 3, moins 2. Donc f' de x étoile, c'est la matrice 0, 1, moins 2, moins k. Donc, si on calcule le déterminant de cette matrice moins lambda fois l'identité, ça nous donne le polynôme caractéristique lambda 2 plus k lambda plus 2. Donc là, il faut faire une petite étude, essentiellement sur la valeur de k. Alors je vous rappelle que k est positif. Hein. Donc là, ici, si k au carré moins 8, ce qui correspond donc à notre discriminant, là, si le discriminant est négatif, on sait que les racines sont complexes, conjuguées, et leur partie réelle, elle est strictement négative, puisque ici, c'est l'opposé de la moitié du coefficient qui est devant le lambda, c'est-à-dire moins k sur 2. Et donc ça nous donne leur partie réelle. Et donc leur partie réelle est effectivement strictement négative dans ce cas-là. Si par contre le discriminant est positif ou nul, donc on a deux racines réelles. Alors elles sont de signes opposés, d'accord, car leur produit vaut 2, donc quelque chose qui est strictement positif, et donc elles sont forcément strictement négatives, puisque leur somme, elle vaut moins k, donc qui est strictement négatif. Donc en fait, quelle que soit la valeur de k, positif, eh bien, nos deux racines, nos deux valeurs propres, hein, à chaque fois, sont soit strictement négatives, soit complexes, non réelles, avec une partie réelle strictement négative. Donc le point d'équilibre, à chaque fois, sera forcément asymptotiquement stable. Donc c'est des choses qu'on pourra vérifier ensuite a posteriori avec Scilab. Donc, deuxième cas, le point d'équilibre situé à l'origine. Donc dans ce cas-là, la dérivée évaluée en x étoile, donc c'est la matrice, donc sur la première ligne 0,1, deuxième ligne 1 moins k. Donc le polynôme caractéristique, cette fois, c'est lambda au carré plus k lambda moins 1. Donc, d'entrée de jeu, le dernier terme hein, qui nous donne le produit des racines, c'est quelque chose de négatif. Donc nécessairement, les racines sont réelles, d'accord? Puisque quand les racines sont complexes conjuguées,
le terme qui est au bout, le produit, c'est le module au carré. Donc là, ici, c'est négatif, donc les racines sont réelles. Nécessairement, puisque c'est négatif, elles sont de signes opposés, par ailleurs. Et donc, on a forcément une des deux racines qui est positive, strictement, puisqu'elles sont de signes opposés. Voilà. Donc, ici, x étoile sera instable. Alors, vérifions tout ça maintenant dans Scilab. Donc là, on part d'une page blanche, comme d'habitude. Donc, première chose à faire, on va se mettre dans la situation où il faudrait qu'on soit au moins capable d'approcher la solution de l'équation de Duffing. Donc, première chose que l'on fait, c'est écrire bien, le second membre, la fonction calculant le second membre de notre équation différentielle. Donc là, ici, posée sous forme du premier ordre en temps, c'est pour ça que j'utilise grand X pour l'état. Donc, une petite constante dont on va avoir besoin qui est K. Et donc, la dérivée, ici, par rapport au temps. Donc, première composante, comme d'habitude, c'est toujours aussi trivial. Et la deuxième composante, donc, moins K fois x2, donc là c'était le terme avec la dérivée, plus x1 moins x1 au cube. Donc vous pouvez vérifier que c'est effectivement ça. Donc c'est fini pour le second membre. Donc maintenant, écoutez, on va faire les choses dans l'ordre des choses les plus simples à faire. Alors vous allez voir que dans Scilab, de tracer ce dont on a besoin pour le portrait de phase, c'est-à-dire le champ de vecteurs représenté donc par f, par le second membre, donc ici par ce qui est renvoyé par notre fonction Duffing pour n'importe quel temps d'ailleurs, hein, pour t égale à 0, c'est la même chose. Eh bien, on peut faire ça assez facilement. Alors, ce que l'on a à faire, c'est à définir une grille de valeurs de x1 et de x2 pour lesquels ces points, eh bien, on représentera à chaque fois le champ de vecteurs. Donc là, je vais volontairement me placer en me centrant dans un premier temps sur le point d'équilibre qui est instable. D'accord ? Donc je prends des valeurs de x1 qui sont symétriquement réparties autour de 0, donc entre moins 0,1 et 0,1, en prenant 10 valeurs. Pour x2, je vais prendre la même chose. D'accord ? Alors c'est des choses qu'il faudra décaler lorsqu'on s'intéressera aux autres points d'équilibre. Hein. Par exemple, ce qu'on fera, c'est qu'à x1, il suffira qu'on ajoute 1. Donc, pour tracer le champ de vecteurs, c'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a une fonction en Scilab qui s'appelle fchamp. Alors c'est une réminiscence de l'histoire française de Scilab. Donc ça n'a toujours pas été... Il n'y a pas de nom en anglais, mais c'est pas grave. Alors, ce qu'on va lui passer en premier argument, cette fonction, c'est tout simplement, là ici, l'identificateur de notre fonction second membre, qui a été écrite comme on l'aurait écrite si on avait voulu, par exemple, utiliser la fonction ODE. Ici, on va préciser la valeur du temps pour lequel on veut représenter notre champ de vecteurs. Alors, dans ce chapitre, de toute façon, on s'est intéressé, vous vous souvenez, qu'à des équations différentielles qui sont autonomes, donc où le temps n'apparaît pas explicitement dans le second membre. Donc là, on peut tout à fait se donner le droit de tracer des champs de vecteurs associés à des seconds membres d'équations différentielles qui ne sont pas autonomes. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut fixer le temps. Donc pour nous, il faut mettre ce que l'on veut, ça n'a aucune importance, on peut mettre 0 par exemple. Donc, ensuite, on va tout simplement donner les valeurs de x1 et ensuite les valeurs de x2.
Donc ça, normalement, ça doit déjà faire quelque chose. Alors voilà. On va mettre la fenêtre ici. Alors ce qu'on peut au moins rajouter, c'est peut-être tout simplement quelque chose qui est situé pile où se situe le point d'intérêt, c'est-à-dire le point d'équilibre. Donc une petite croix en rouge. Donc je vais me permettre d'effacer la fenêtre juste avant. Voilà. Donc là, on est censé, rien qu'en voyant le champ de vecteur, finalement, retrouver la propriété qu'on a montrée sur le papier, en calculant les valeurs propres, de f' de x étoile pour x étoile égale l'origine. Donc là, on voit qu'on a des tangentes à des trajectoires potentielles, enfin, qu'on va tracer juste après, qui montrent bien que, bon, le point, la petite croix en rouge, ça semble être quelque chose qui est plutôt répulsif, c'est-à-dire que les trajectoires passent à proximité, mais passent rapidement leur chemin. Alors, donc ensuite, si on veut superposer à cela des trajectoires obtenues en résolvant donc notre équation différentielle, enfin en calculant sa solution approchée avec ODE, pour des conditions initiales, tout simplement ici qui vont correspondre à chaque fois aux origines des vecteurs que l'on voit, d'accord? Donc, alors pour cela, on va peut-être déjà en tracer une, et puis ensuite on va essayer d'en tracer plusieurs. Donc, on va appeler donc la fonction ODE. Alors, avec tout d'abord comme condition initiale, je vais prendre par exemple moins 0,1 pour x1, 0 pour x2. Le temps initial, c'est 0. Alors là, il nous faut un vecteur de temps. Donc, on va prendre de manière complètement arbitraire quelque chose qui va de 0 à 5 secondes, par exemple. Et puis, on va prendre 200 pas de temps. Ça devrait nous faire une courbe assez jolie, suffisamment régulière. Donc, ensuite le vecteur de temps, et puis la fonction calculant le second membre. Et donc, on va représenter la courbe paramétrique correspondant à notre solution dans le plan de phase, c'est-à-dire en abscisse les approximations de x1 et en ordonnée les approximations de x2. Ah, alors, pour être répulsif, ça c'est très très répulsif, ça y a pas de problème. On voit bien que bon, on voit bien d'ailleurs que ça semble être attiré ailleurs, bon, autour d'un point d'équilibre qui lui est asymptotiquement stable. Alors vu que là notre zone d'intérêt, c'est quand même la zone sur laquelle on avait tracé notre champ de vecteur, ce que l'on va faire, c'est que l'on va venir modifier les limites du système d'axes. Alors, comme ceci. Donc les valeurs extrêmes de x1 d'abord. Donc le dollar, ça désigne la dernière composante. Donc ce qui correspond effectivement à la valeur maximale de x1. Voilà, ça devrait être OK. OK, donc ça recentre bien effectivement les choses. Donc, on voit effectivement, je pense, des choses qui confirment ce que l'on sait déjà, savoir que ce point d'équilibre est instable. On voit, vu le champ de vecteur, que là, les trajectoires, alors on va en tracer quelques-unes ensuite, forcément, mais manifestement, elles vont venir éviter ce point, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de s'en rapprocher, en fait, on passe son chemin assez rapidement.
Donc, pour tracer enfin, d'autres trajectoires, alors déjà, ce que je vois, c'est qu'en fait, on ne voit pas du tout la trajectoire que l'on voulait tracer. Alors, il faut peut-être changer la condition initiale. Ah, ici, je pense que je vais mettre 0,1. Ah, voilà. Donc là, c'est un peu mieux quand même. Donc, vu qu'on on n'en veut pas qu'une seule, donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir bien, tout simplement boucler comme ça sur les valeurs de x1. Donc la variable x1 0 qui va nous servir là de condition initiale pour x1, euh, elle va valoir les valeurs successives de x1. Pour x2 0, ça va être x2. Donc ici la condition initiale qui va varier à chaque fois, donc ça sera x1 0, x2 0. Ok, on va représenter, tracer notre courbe. Donc ça c'est bon, il n'y a pas de modif à faire. Donc là normalement avec ça on devrait avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Voilà. Donc voilà une possibilité une façon de tracer de façon assez simple avec Scilab. Donc un portrait de phase d'un système. Donc là ici, au voisinage d'un point d'équilibre, donc on voulait illustrer l'instabilité. Donc là, si on veut illustrer maintenant par contre la stabilité, enfin vérifier ce qu'on a montré rigoureusement, pour les autres points d'équilibre, ben, on va tout simplement venir faire un petit travelling là. On va finalement centrer les valeurs de x sur la composante correspondante du point d'équilibre qui nous intéresse, c'est-à-dire 1 par exemple. Ben, il suffit qu'on exécute ce script. Hein. Alors voilà, donc c'est un peu plus fouillis. Alors ce qui nous manque peut-être ici, c'est de mettre à jour les coordonnées de la petite croix ici. Donc là, je vais juste l'exécuter comme ça. Voilà. Donc là, nous voilà plutôt à proximité d'un point d'équilibre. Alors là, franchement, sur ce portrait de phase, je pense qu'on sera assez incapable de voir qu'il s'agit d'un point d'équilibre asymptotiquement stable ou stable. En fait, ce qu'il faudrait, c'est calculer les trajectoires avec un temps final qui soit plus grand. Quoi. Donc là, on sait de toute façon par le calcul qu'il est asymptotiquement stable. Donc là, c'était juste pour bien voir que, eh bien, graphiquement, le portrait de phase, il est là pour illustrer des choses que l'on peut démontrer rigoureusement. Voilà. Donc avec ça, je pense que vous êtes capable normalement de travailler avec d'autres équations, comme par exemple avec l'équation de Van der Pol, et puis d'autres systèmes, comme par exemple le système de proie prédateur de Lotka-Volterra. Voilà, merci de votre attention.